Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du méchant le plus fascinant de l'histoire du cinéma. Tueur sanguinaire, il porte un masque et inspire la crainte rien qu'en entendant son nom. Hannibal Lecter. Bon, commençons par les bases. Le docteur Hannibal Lecter est un personnage de fiction créé par l'écrivain américain Thomas Harris, héros de 4 romans, tous portés sur grand écran. Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux, Hannibal et L'Origine du Mal. Une adaptation télé a vu jour sur NBC en 2013. Les histoires du cannibale s'enchaînent dans un ordre à faire pâlir les fans de Star Wars. Si vous voulez un petit classement dans l'ordre chronologique, ça donne Hannibal les Origines du Mal, la série télé Hannibal, Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux, et enfin Hannibal. Bien sûr, avec des petites incohérences au milieu, sinon c'est pas drôle. On sait peu de choses sur la vie d'Harris, journaliste spécialisé dans les faits divers aux États-Unis et au Mexique. Il n'y a que son premier roman, Black Sunday, qui ne traite pas de notre cannibale préféré. Thomas Harris était proche du FBI et il a pu récolter des informations utiles pour l'écriture de ses livres, grâce à la division des sciences comportementales de l'Académie de Quantico, chargée des affaires liées au serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Hannibal et Buffalo Bill ont été inspirés par plusieurs personnes réelles, principalement le tueur Ed Gein, arrêté pour le meurtre de 2 femmes et accusé de cannibalisme, nécrophagie et profanation de sépulture. Cet homme absolument charmant, ayant peur de se retrouver dépourvu quand la bise fut venue, se fabriquait un costume en peau de femme, à cause d'une mère maltraitante, étouffante et incestueuse, rien que ça. Les amateurs de massacres à la tronçonneuse ainsi que de psychose reconnaîtront cette source commune. Par ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse afin de vous recommander le plus chaudement du monde, la série télévisée Bates Motel, se déroulant avant les événements de l'œuvre d'Hitchcock, à la Norman Begins si vous préférez. Avec au casting Freddie Highmore, qui a bien grandi depuis Charlie la chocolaterie, ainsi que Vera Farmiga, absolument parfaite en Norma Bates. Les œuvres d'Harris ont la particularité d'avoir été adaptées au cinéma quasiment dans la foulée. Dragon Rouge, sorti en 1981, a été adapté une première fois au cinéma dans le film Le Sixième Sens, Manhunter, en 1986. En effet, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais Anthony Hopkins n'est pas le premier visage du Dr Lecter sur grand écran. Brian Cox incarne Lector dans le film de Michael Mann. Eh ouais les gars, Michael Hit Mann, rien que ça. Anecdote, Frankie Faison, qui joue le lieutenant Fisk, incarnera plus tard Barney Matthews, le gardien de l'asile du Dr Chilton dans les autres films. Le Silence des Agneaux, sorti en 1988, est apparu dans les salles obscures en 1991. Clarice Starling, jeune stagiaire du FBI, est désignée par Jack Crawford pour interroger Hannibal Lecter, un célèbre psychopathe cannibale emprisonné à vie dans un hôpital psychiatrique à Baltimore, et ce, dans le cadre d'une enquête sur une série de meurtres perpétrés sur des femmes par le psychopathe Buffalo Bill, qui découpe la peau de ses victimes. En effet, 1991 n'est pas seulement l'année formidable marquant ma naissance, car c'est aussi l'année où est sorti l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Réalisé par Jonathan Demme, à qui on doit le film qui m'a fait le plus pleurer avec Tom Hanks. Non, pas celui-là, ni celui-ci. Voilà, celui-là. Bref, retournons à nos moutons. Agneau. Le film a remporté le fameux Big Five, c'est-à-dire les 5 Oscars majeurs. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur acteur et meilleure actrice. Il est à l'heure actuelle le seul à avoir accompli cet exploit avec New York-Miami et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce qui est drôle quand on voit l'alchimie parfaite entre Jodie Foster et Anthony Hopkins, c'est que ni l'un ni l'autre n'étaient les premiers choix du réalisateur, qui souhaitait à la base Robert Duvall et Michelle Pfeiffer. Le pire, c'est que l'on voit assez peu Hopkins au final, mais il est tellement fascinant. Hannibal, sorti en 1999, est sorti sur grand écran en 2001. Il a fallu attendre 10 ans avant de voir la suite de La Cavale du Cannibale, nouveau film et encore une fois, nouvelle règle. Lecter, désormais réfugié à Florence où il est devenu conservateur d'une bibliothèque, hante toujours Clarice Starling, devenue agent du FBI. Mason Verger, seule victime rescapée du docteur, veut le capturer pour se venger et commence à lui tendre un piège en utilisant Starling comme appât. Le film est cette fois réalisé par Ridley Scott. Vous savez, juste le mec qui a fait ça. Contre toute attente, Jodie Foster ne reprend pas son rôle culte de Clarice Starling et est remplacée par Julianne Moore. Tout cela à cause d'une sombre histoire d'héroïsme, d'attributs négatifs, de chèques à 20 millions et autres rumeurs. Comme dirait l'autre, la vérité est ailleurs. Le pire, c'est que dans le roman, Harris pensait déjà à l'adaptation ciné et imaginait l'inverse, c'est-à-dire le retour de Foster et le départ d'Hopkins.
Pour justifier cela, il a donc écrit qu'Hannibal avait subi une opération de chirurgie esthétique, l'ayant rendu absolument méconnaissable, alors que Clarisse avait tout simplement mûri. Au casting, l'excellent Gary Oldman, encore une fois parfait et méconnaissable. Au fait, vous saviez qu'il n'avait jamais gagné d'Oscar? Enfin, la dure loi d'Hollywood s'abat partout, car dans l'œuvre originale, les deux amants s'enfuient ensemble, ce qui n'est pas le cas du film. Dragon Rouge, sorti en 1981, a été adapté une seconde fois au cinéma dans Dragon Rouge en 2002. Brillant profiler du FBI, Will Graham est parvenu à arrêter Hannibal le cannibale, au prix de bien des séquelles physiques et psychiques. Son patron, Jack Crawford, le tire de sa retraite, car lui seul pourrait démasquer un tueur en série qui frappe les nuits de pleine lune. Mais pour parvenir à le démasquer, Graham va avoir besoin du brillant esprit de son terrifiant ennemi. Un an le sépare de sa dernière adaptation. Et c'est le moment où vous vous demandez quel autre réalisateur va se pencher sur la suite des histoires du Docteur? C'est Brett Ratner. Vous savez, Ratner, le génie derrière les Rush Hour ainsi qu'X-Men l'affrontement final. Et pourtant, le film a connu un succès critique et commercial fort sympathique, comme quoi cela ne sert à rien de faire la mauvaise langue. Encore un casting 5 étoiles car pour accompagner Hopkins qui reprend son rôle culte pour la dernière fois, s'ajoutent Ralph Fiennes, Harvey Keitel ou encore le regretté Philip Seymour Hoffman. Le film a la capacité de vous montrer les jolies fesses de Ralph Fiennes, mais propose également une fin différente de la première adaptation. Je n'en dirai pas plus cette fois-ci, cela forcera les néophytes curieux à se ruer dessus. Et enfin, Hannibal Lecter, Les origines du mal, est sorti en 2006 et adapté en 2007. Comment un petit garçon comme les autres est-il devenu l'un des criminels les plus fascinants qui soient? Au travers du parcours atypique d'un adolescent meurtri par les atrocités vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, suivait la naissance de l'incarnation absolue du mal. Le film couvre sa vie de 11 à 20 ans et nous éclaire sur les circonstances de la mort de sa famille, surtout celle de sa sœur, Misha, tuée et dévorée par des membres de la Schutzmannschaften, affamés après une tempête. Au revoir Hopkins, pour ce préquel, un peu de sang frais est indispensable. C'est à Gaspard Ulliel qu'incombe la lourde tâche d'incarner le psychopathe amateur de bonne chair. Et quand on le voit là-dedans, c'était pas gagné. Les origines du mal est un peu le mal aimé de la liste, comme un Indiana Jones 4 ou une prélogie Star Wars. Les bonnes intentions et l'envie de bien faire ne suffisent pas à combler les espoirs, devenus trop importants des fans. Vous pensiez donc après tout cela le connaître sur le bout des doigts, notre petit cannibale? Que nenni! En effet, le créateur de Dead Like Me et Pushing Daisies, Brian Fuller, qui est donc assez à l'aise avec les sujets morbides, a décidé via une série télé de réinventer le Dr Lecter tout en restant fidèle à sa mythologie. Côté casting, c'est le Danois Mads Mikkelsen, le fabuleux chiffre de Casino Royale, qui incarne le psychiatre fin gastronome. Ayant eu marre de casser des œufs, il a décidé de les manger. Et comme il en faut pour tous les goûts, que tous ceux qui ont accroché un poster de l'agent Scully dans leur chambre d'ado se réjouissent, la sublime Gillian Anderson joue le rôle du docteur Bedelia Dumaurier, la thérapeute de notre héros. Laurence Fishburne et Jack Crawford et le Britannique Hugh Dancy incarnent le véritable protagoniste du show, le profiler Will Graham. Will est un homme très fragile souffrant d'empathie pure, capable de se mettre dans la tête des criminels. Le spectateur est comme suspendu, attendant les conséquences de sa déchéance. Le cœur du show se joue dans la relation entretenue entre Lecter et Graham, via la métaphore filée de la chasse, Hannibal étant symbolisé par un cerf. Cette série est d'une extrême finesse, la violence n'est jamais balancée à la figure du spectateur d'une façon vulgaire. Même les scènes de crime semblent être magnifiées dans une esthétique sans reproche. Le mot-clé est contemplation, à défaut d'action. Ce qui me rend triste, c'est que cette série a un potentiel absolument incroyable, mais j'ai l'impression qu'il lui manque une petite étincelle. Du fond s'ajoutant à cette forme irréprochable, pour la rendre aussi fascinante que les films. Je ne peux décemment pas clore cette vidéo sans vous parler de South Park. En effet, la série d'animation de Parker et Stone parodie Hannibal à de nombreuses reprises, mais un épisode y arrive d'une façon absolument magistrale. Scott Tenorman doit mourir, ou Cartman achète des poils à un élève de seconde pensant que cela le rendrait pubère. Apprenant qu'il s'est fait rouler, il va tout faire pour se venger et récupérer ses 16,12 $. Pour ce faire, il va entraîner un poney à manger ce qui fait de Scott un homme, et surtout, lui fait manger un chili con carne dont l'ingrédient principal n'est autre que ses parents. Un des meilleurs épisodes de la série, sans aucun doute. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vous quitte. N'hésitez pas à notifier en commentaire votre film ou parodie préféré, et n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et à bientôt! Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui n'aimait pas ce que je faisais.
J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.